Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission. Mon invité est Sylvie Brunel. Bonjour Sylvie. Bonjour Hichem. Sylvie Brunel, d'abord, est une femme protéiforme, une universitaire et géographe. Vous avez écrit, sans parler des autres articles, 39 livres, avec entre romans et essais. Vous avez vraiment balayé des sujets stratégiques qui sont importants, et notamment vous avez écrit tout dernièrement sur les 39 Sa Majesté le maïs. Vous avez écrit Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre, et puis bien d'autres sujets. Et même un roman et évidemment, qui s'appelle Le sourire de l'alligator. Super, tout un programme. D'abord, la question aujourd'hui qui se pose, dans mon échange avec vous, vous m'avez parlé de l'Afrique, l'Afrique avenir du monde. C'est cette appréciation holistique, elle est très attirante, oui. mais encore faut-il la structurer et lui donner un contenu. Comment voyez-vous cette dimension ? Mais vous savez, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les questions de développement, de sécurité alimentaire, de développement durable. Et ce qui m'apparaît aujourd'hui, dans cette première moitié du XXIe siècle, c'est que l'Afrique, en réalité, détient toutes les clés de l'avenir du monde. Ça peut paraître à contre-courant, ça peut paraître, surprenant quand on voit les crises ou les convulsions que traversent certaines parties du continent. Mais si l'on regarde plusieurs éléments, je vais aller assez vite, bien sûr la question démographique, le monde entier vieillit, l'Afrique reste jeune, une personne sur 4 sera africaine en 2050, de très grandes villes seront en Afrique, ce qui veut dire que notre réservoir de jeunesse et de dynamisme, aujourd'hui, nous le trouvons en Afrique. Certes, mais ce pétrole vert de l'Afrique, encore faut-il le valoriser. Déployer oui, au bon endroit. Tout à fait. Mais justement, il y a beaucoup d'opportunités. Et pourquoi l'Afrique aussi est l'avenir du monde ? Eh bien parce que vous le savez, le monde est engagé dans la transition écologique, énergétique. Or, toutes les ressources dont nous avons besoin, aussi bien les ressources de l'ancien monde, c'est-à-dire ces énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz, le charbon, sont présentes dans ce vieux socle qu'est le continent africain, qui représente, il faut quand même le rappeler, le quart des terres émergées, mais aussi les ressources de l'avenir. Aujourd'hui, nous cherchons de nouvelles énergies. Alors, ce sont à la fois les énergies de la transformation numérique et digitale. En fait, on croit que la dématérialisation, c'est la fin de la dépendance à l'égard de la rugosité de la Terre. Mais non, c'est une nouvelle dépendance. Et l'Afrique détient les clés puisqu'elle a le cobalt, le manganèse, le nickel, le zinc, tous les minerais rares. D'ailleurs, ce qui fait d'ailleurs certaines tensions. Mais aussi, les énergies renouvelables que sont le soleil, le bois, donc la biomasse, l'eau, il m'en manque, le vent, bien sûr, et c'est-à-dire et la géothermie, et le méthane vert, dans des lacs comme le lac Kivu. Donc, il y a aussi en Afrique toutes les ressources que le monde entier appelle de ses voeux pour la transition écologique et énergétique. Et, si vous me permettez, je n'ai pas terminé, il y a aussi, bien sûr, les ressources alimentaires. Vous le savez, la FAO nous dit qu'il va falloir passer de 2,8 milliards de tonnes de céréales, ce qu'on produit aujourd'hui, à 3,4 milliards de tonnes en 2050, quand nous serons 9 à 10 milliards d'êtres humains sur la Terre. Alors justement, en Afrique, il y a des millions de terres arables, il y a un potentiel énorme. Colossal. Et puis, beaucoup de population aujourd'hui qui a besoin d'être nourrie et de pouvoir assurer sa sécurité alimentaire. Alors, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le changement climatique, est-ce que cette biodiversité est menacée et comment aujourd'hui s'acheminer vers cet avenir pour prévenir tous les risques qu'on voit arriver?
Alors, dans un monde où les urbains dominent, l'Afrique reste encore un continent majoritairement rural, puisqu'on sait que le passage de plus d'urbains à plus de ruraux se produira en 2030. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes. La question de l'alimentation de ces personnes, évidemment, est essentielle. On sait bien que l'agriculture africaine est encore, dans certaines campagnes, en réserve d'intensification, c'est-à-dire avec un problème d'accès aux semences, aux intrants, à l'eau, à de bonnes filières. Mais ce que l'on voit aussi, c'est une agriculture beaucoup plus dynamique qu'ailleurs, notamment dans la périphérie des villes et là où les gouvernements sont conscients de la nécessité de nourrir ces mégalopoles. Et l'Afrique, justement, parce qu'elle n'a pas ces pesanteurs héritées du passé, est capable de passer très vite au génie génétique. Elle connaît parfaitement, parce qu'elle le pratique depuis très longtemps, ce qu'on appelle l'agroécologie, qui n'est que l'association de différentes plantes. C'est quoi pour le paysan africain? C'est une stratégie de minimisation des risques. Mais aujourd'hui que nous sommes confrontés à ces chocs climatiques dont vous venez de parler, eh bien, toutes ces terres disponibles, et puis aussi ces forêts, parce qu'on parle toujours de l'Amazonie qui se dégrade. Aujourd'hui, l'Amazonie émet plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en capte, oui. Eh bien c'est l'inverse dans les forêts de l'Afrique équatoriale, qui restent des forêts extrêmement abondantes, qui, quand elles sont gérées intelligemment, apportent à la fois des ressources du futur, le bois, la biomasse, toute la biodiversité, oui, qui est associée, mais aussi ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature avec les crédits carbone. J'ajoute que, ayant écrit récemment un livre qui s'appelle « Sa Majesté le maïs », oui, eh bien, le maïs est une des plantes phares de l'intensification agricole africaine. Qui fait quoi? Parce qu'au fond, on a besoin d'initier l'action et de pouvoir entrer dans ce que vous dites, ces enjeux majeurs. Et aujourd'hui, on voit l'Afrique... Alors, la multiplicité des acteurs est colossale. Vous avez bien sûr certains États qui prennent vraiment à bras-le-corps le développement agricole et minier de leur pays et industriel de leur pays. Mais vous avez aussi des coopératives. Je pense à Babangona au Nigeria qui mise justement sur ce maïs. Mais je pense aussi à toutes ces entreprises comme Limagrain, comme Sidco qui a lancé un concours Montrez votre maïs très beau, où on voit toutes ces femmes qui sont à l'origine de la production agricole africaine, la production du quotidien, posée avec des épis de maïs magnifiques. Alors, bien sûr, je ne suis pas béni oui-oui, je ne dis pas que tout va bien, la pression parasitaire est colossale, il y a tout le problème des criquets, il y a tout le problème des mycotoxines, on sait bien tout ça, mais le paysan africain aujourd'hui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui donne les moyens d'entrer dans cette intensification. Et ce qui est intéressant sur le continent africain, c'est qu'elle est à la fois verticale, c'est-à-dire par l'augmentation des rendements, et horizontale, c'est-à-dire en gagnant de nouveaux territoires. Et j'ajoute quelque chose, Hichem, c'est que nous, en Europe, on est en train de pleurer toutes les larmes de notre corps parce qu'on découvre ce qu'est la tropicalisation, c'est-à-dire le fait d'aller vers des milieux plus chauds, des milieux plus difficiles. On est confronté à des canicules en pleurs, on dit « oh là là, mais c'est dramatique », de vraies larmes de crocodile. Mais les Africains, quand ils regardent ça, ça fait des siècles qu'ils sont confrontés aux effets de la tropicalité. C'est quoi la tropicalité ? C'est aucun mois dont la température moyenne est inférieure à 18 degrés. Une amplitude thermique diurne, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, supérieure à l'amplitude thermique annuelle. Vous pouvez avoir 40 degrés de différence entre le zénith et la nuit, par exemple, dans le Sahara ou proche du Sahara au Sahel, par exemple, en saison sèche. Donc les Africains, ces contraintes climatiques, qui, il faut bien le dire aujourd'hui, se multiplient, sont de plus en plus complexes, ils les connaissent. Ils ne vont pas dire « on est pris au dépourvu ». Il y a quand même le plus grand désert du monde au cœur du continent africain. Le Sahara, 40% du territoire, est marqué par l'aridité. Eh bien, les Africains, contrairement aux Européens qui découvrent que finalement le climat peut être violent, connaissent déjà et ont intégré déjà dans leur stratégie de prévention des risques ces aléas climatiques. Et face au réchauffement de la Terre, et vous savez que le réchauffement de la Terre va accélérer le cycle de l'eau, eh bien je pense qu'un grand nombre de solutions aujourd'hui se trouvent dans ce continent. Je l'ai dit, vous êtes géographe, mais vous avez effectué ces dernières années une orientation vers le monde agricole, vers l'alimentation. Qu'est-ce qui explique cette orientation, justement ? Le fait d'abord que vous le savez peut-être, mais j'ai travaillé 17 ans dans l'humanitaire, à Médecins sans frontières et à Action contre la faim. Or, quand vous travaillez dans l'humanitaire, les premières crises auxquelles vous êtes confrontés, ce sont des crises alimentaires qui sont liées soit à la guerre, qui vont
engendrer des famines, soit à la pauvreté qui va engendrer la malnutrition chronique, les retards de croissance. Donc déjà, la faim, c'est pour moi un sujet qui a toujours marqué mon orientation professionnelle. J'ai même fait ma thèse d'économie sur les famines exposées, les famines niées, les famines créées. Et aujourd'hui, cette grille d'analyse est toujours valable en Afrique. Mais sur ce fond, qui nous permet de lutter contre la faim? D'abord, le paysan. C'est le paysan qui détient la science de la terre. C'est le paysan qui est le premier écologiste de la planète, puisqu'il travaille avec le vivant, avec les animaux, avec les plantes. Or, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Les paysans sont maltraités. C'est-à-dire que ce soit en France, où ils ont pourtant permis d'arracher la faim, la France à la pauvreté, ou dans le continent africain, être paysan, c'est souvent être tout en bas de l'échelle sociale. Ce qui explique d'ailleurs l'exode rural très important des campagnes, parce que les gens n'ont plus cette fierté d'être paysans. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple en France des mouvements qui affirment le bonheur d'être paysan, d'être bûcheron, d'être pêcheur, de dire ou d'être épicier d'ailleurs. Nous revendiquons le fait que nous travaillons avec le vivant et que nous nourrissons nos concitoyens. Nous sommes fiers de produire. Le premier des besoins de l'humanité, c'est de manger 3 fois par jour, c'est d'avoir accès à une nourriture variée. Toute la dimension culturelle de nos patrimoines, c'est autour de l'alimentation. À quel moment on fait des grandes fêtes, on sacrifie l'animal, on a envie de se retrouver autour d'un bon repas? Eh bien, tout ça nous renvoie à la dignité et à la force du paysan. Et c'est pourquoi, depuis de longues années, je me bats pour que l'on reconnaisse dans tous les pays, au nord comme au sud, le rôle de la paysannerie. Alors justement, vous avez évoqué le livre que vous avez écrit, Sa Majesté le maïs. Le maïs est un élément important en Afrique. Colossal. Et d'abord, quelle est la problématique dans la géoéconomie du maïs aujourd'hui? Comment l'Afrique, quelle place occupe l'Afrique, surtout après l'affaire ukrainienne? Alors, c'est une question très importante. Vous savez, souvent, le maïs est invisibilisé par le blé, notamment en Occident, qui, de par ses origines, ses racines chrétiennes, considère le blé, mon Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est jamais le maïs. Or, le maïs, c'est la première céréale mondiale, et de très loin, puisqu'on produit dans le monde 1200 millions de tonnes de maïs, et c'est presque autant que le riz et le blé réunis. Le maïs, on l'échange sur les marchés mondiaux à peu près autant que le blé, 200 millions de tonnes à peu près de maïs échangés chaque année. Quand vous allez dans les campagnes africaines, vous vous rendez compte que le maïs est au premier plan. Pourquoi? Parce que c'est une céréale qui pousse partout, qui est très adaptable, très polyvalente. Elle a, vous savez, des origines tropicales, puisqu'elle vient du continent américain. Elle s'accommode partout, il existe des milliers de variétés. Et cette céréale qui permet aux pauvres de franchir la soudure. Pourquoi? Parce qu'elle peut même se consommer verte, contrairement au blé ou au riz. Elle accompagne aussi la sortie de la pauvreté de ceux qui, quand ils rentrent dans les classes émergentes, veulent avoir accès aux protéines animales. Pourquoi? Parce que le maïs, qui est alors un maïs jaune, en Afrique australe, en Afrique orientale, c'est du maïs blanc. Eh bien, ce maïs jaune, il va nourrir les porcs, les poulets, l'ensemble de tous les animaux, en donnant des protéines de premier choix et de qualité. Et puis, c'est une céréale qui est préemballée, avec ses spattes. Et avec la tige, les feuilles, la rafle, c'est ce qui est au cœur de l'épi, vous faites absolument tout avec le maïs, et vous pouvez même avoir de l'énergie verte, ce qu'on appelle des produits biosourcés. Et en poussant, le maïs capte plus de gaz à effet de serre qu'une forêt. Pourquoi? Parce qu'il fournit tellement de biomasse, tellement de rendement, il est tellement généreux. Vous voyez, j'ai un collier qui symbolise la force du maïs, qui vient d'ailleurs d'Afrique subsaharienne. Eh bien, ce maïs-là, c'est la réponse aux enjeux à la fois nourriciers, mais aussi écologiques de l'humanité. Elle est très peu traitée. Elle abrite une incroyable biodiversité, et avec un épi de maïs, vous avez 1500 objets du quotidien. Donc chaque fois que je vais en Afrique, je rencontre le maïs. Et je vais même vous raconter une anecdote qui me marque. C'est que vous savez, donc j'ai écrit ce livre, Sa Majesté le maïs. Et j'ai reçu... Une célébration. La célébration du maïs. Et j'ai reçu, il y a 3 semaines, un message d'un professeur des îles du Cap-Vert, Manuel Pereira Silva, qui m'a dit... Qu'est-ce que je suis heureux que vous ayez rendu hommage au maïs, parce que nous, dans les îles du Cap-Vert, le millo, ce qu'on appelle le millo, c'est notre plat national. La cachupa, le ragoût de maïs, c'est le plat national au Cap-Vert.
Or, le Cap-Vert, les îles du Cap-Vert, c'est quand même marqué par des influences sahéliennes. Donc, même dans un pays plutôt sec, le maïs est célébré. Il y a une journée nationale du maïs. Et il y a une anecdote qui est incroyable, c'est qu'en 1947, pendant Salazar, pendant l'ère coloniale, les Capverdiens mouraient de faim et un bateau qui devait apporter de l'aide alimentaire en provenance, bien sûr, d'Amérique, vers l'Allemagne, vers la Suède, affamé, s'est trompé, il s'est dérouté et il a échoué dans l'île de Santa João. Et les Capverdiens, qui mouraient de faim, se sont jetés sur ce maïs, et ce maïs venu de la mer a nourri pendant 2 ans les Capverdiens. Il a permis de lutter contre la famine, et c'est un jour encore faste pour les îles du Cap-Vert. Est-ce que vous êtes inquiète par ce qu'on voit dans cette rivalité géopolitique avec la Russie, le blé et le rapport à l'Afrique? Est-ce que vous voyez un danger d'instrumentalisation? Mais bien sûr, Hichem, vous avez tout à fait raison de dire que la situation est difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid, d'abord. Le Covid a provoqué des ruptures d'approvisionnement en Afrique sur les huiles, les engrais et l'alimentation. Ensuite, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 qui a provoqué dans la mer Noire tout un ensemble de perturbations du système alimentaire. Or, l'Afrique reste très importatrice de nourriture Poutine pratique la diplomatie des grains. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Algérie s'approvisionne en Russie. Il y a cette présence très forte aujourd'hui de la Russie qui prend la place de ces Occidentaux qui, aujourd'hui, sont de moins en moins aimés par les Africains au nom de tout un ensemble de griefs justifiés, historiques ou actuels. Et puis ensuite, il y a eu, bien sûr, le conflit au Moyen-Orient et le problème des Houthis en mer Rouge qui ont fait que les routes maritimes se sont détournées du canal de Suez, doivent passer par le sud, par le cap de Bonne-Espérance, avec tous les problèmes que cela pose en termes de coûts, mais aussi en termes d'opportunités pour les Africains. Parce que cela veut dire... Alors c'est dur pour l'Égypte, parce que l'Égypte perd une grande partie des revenus liés à ce trafic maritime, mais c'est aussi une opportunité, parce que l'Afrique redevient au cœur du jeu. En tout cas, l'examen des 39 livres que vous avez faits montre toutes les thématiques cruciales qui parcourent nos préoccupations, en tout cas par rapport à la planète. J'ai envie de vous dire, est-ce que aujourd'hui, comment expliquer que les bailleurs de fonds, les États, soient en retard par rapport à cette problématique agricole, qui est un élément essentiel, vous l'avez dit en partie au début, mais on est effaré devant ce décalage et les menaces. Oui, alors ce qui est extrêmement marquant aujourd'hui, c'est que sur fond de reconstitution des empires, on a paradoxalement une baisse de la coopération ou une réorientation de la coopération. Et alors que les enjeux sont planétaires, parce que les gaz à effet de serre, les pollutions, les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières, eh bien on voit que l'aide publique au développement marque le pas, probablement à cause de la crise que rencontrent aujourd'hui un certain nombre de pays. Et moi je suis très déçue, par exemple, que l'Europe, qui devait bâtir ce grand partenariat euro-africain dont avait parlé notamment Nicolas Sarkozy, et notamment ce partenariat méditerranéen, eh bien l'Europe aujourd'hui se défie de l'Afrique, dresse des murs face à l'Afrique, sans comprendre que dans ce monde où elle rêve d'être dévorée d'un côté par les États-Unis, de l'autre côté par la Russie, la Chine ou l'Iran ou la Turquie, qui reste quand même d'ailleurs un pays lié à l'Europe, eh bien l'Europe ne comprend pas que son avenir se joue avec l'Afrique. Mais qu'est-ce qui explique cette cécité, vous Je pense que c'est toutes ces migrations de détresse qui font que l'Europe prend peur devant... Alors elle reste très attractive pour la jeunesse, cette jeunesse qui a du mal à trouver sa place sur le continent africain. Donc ces migrations de détresse pose problème aux Européens qui ont l'impression que le gâteau ne peut pas être partagé, mais il faut comprendre que le gâteau, c'est pas un certain nombre de parts qu'on divise. Et si vous avez une part, c'est à mon détriment. Le gâteau, c'est un processus, c'est que la richesse du monde, moi je crois beaucoup à cela, la richesse du monde, c'est un processus, et on a aujourd'hui dans les cerveaux africains cette capacité d'innovation, d'adaptabilité, d'entrer dans le monde de demain, qui à mon avis est beaucoup plus avancée, beaucoup plus malléable que l'on a dans toute une jeunesse occidentale qui aujourd'hui est marquée par le discours de l'effondrement, de la collapsologie, qui veut plus faire d'enfants, qui a peur de chaque événement météorologique.
Et les Africains, je pense qu'ils ont beaucoup de choses aujourd'hui à nous transmettre, à nous apprendre, et qu'il faut arrêter cette vision, vous savez, de l'Européen qui va en mission en Afrique, tandis que l'Africain va en stage en Europe. C'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, nous n'avons ni à faire de mission ni de stage, nous avons à faire de la coopération. Et cette coopération, eh bien, il est dommage qu'elle ne soit plus la grande aventure de ma jeunesse, parce que quand moi j'étais jeune, c'était un bonheur de pouvoir aller faire ces classes, comprendre comment on vivait dans ces 54 pays qui sont au sud du Sahara, parce qu'il n'y a pas une Afrique, on est bien d'accord, il y a des Afriques, mais c'est formidable de voir aujourd'hui, quand on peut parler, quand on a la chance de parler, que mes étudiants aient la chance de parler avec leurs partenaires africains, de voir tout ce qu'ils peuvent apprendre. Justement, vous êtes universitaire et les mots ont un sens. Dans cette clarification sémantique, vous avez écrit plusieurs livres sur le Sud, sur le tiers-monde. Ah oui, on ne dit plus le tiers-monde. Oui, non, mais justement, on va y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, et on a besoin de ce décryptage et votre explication, quand on parle du Grand Sud, est-ce que ça a un sens ? Mais ça a totalement un sud. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident n'a pas compris qu'il y avait eu un basculement, une parenthèse historique se refermait, c'est-à-dire la parenthèse des grandes découvertes, de la colonisation, de la domination, qu'aujourd'hui, il faut travailler avec des partenaires, que le savoir, la coopération technique, mais la coopération culturelle aussi, passe par des échanges sur un pied d'égalité. Et cet Occident, il est en train aujourd'hui d'assister à son déclassement. Vous avez parlé du terme tiers-monde. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, on parlait des PMA, les pays les moins avancés. Oui. Ensuite, on est passé aux BRIC. Alors, on utilise toujours le terme BRIC, mais le nombre des briques ne cesse d'augmenter. Puis aujourd'hui, on parle du Sud global. Et ce Sud global, eh bien, il aspire aujourd'hui à prendre sa revanche dans l'histoire. Et je trouve ça totalement légitime. Et je trouve qu'il est dommage que l'Europe aujourd'hui se perde dans des combats qui, à mon avis, ne sont pas les combats de demain. Vous savez, quand vous êtes géographe, vous vous dites l'humanité, elle a le pouvoir de réparer la planète ou de la détruire. Et elle doit en permanence inventer son mode d'habiter la Terre. Oui. La géographie, c'est la capacité de choix. Tellement de choix s'offrent à nous. C'est triste que la jeunesse du Nord soit le nez sur ses problèmes météo et découragée. Il faut toujours savoir d'où l'on parle. Et j'aimerais bien vous poser cette question autour de votre approche. Il y a l'approche de Fernand Braudel qui lie l'histoire à la géographie. Et la géographie, on le voit, elle prend sa revanche. D'abord, comment aujourd'hui lier les deux et comment aborder ce monde pour lui donner les réponses incarnées, les réponses adaptées ? Alors d'abord, vous avez tout à fait raison, Hichem. Aujourd'hui, c'est la grande revanche de la géographie. Pourquoi ? Parce que les phénomènes climatiques, et on redécouvre l'existence des climats. Il n'y a plus cette espèce de banalisation, d'abolition au nom de la mondialisation des différences climatiques. On retrouve les différences climatiques, la question des biodiversités, mais aussi la question des choix. La question des choix, par exemple, sur la façon dont on aménage les territoires. La géographie, c'est la science des possibilités. On regarde où les hommes se sont implantés et on voit que souvent c'est l'histoire qui les a conduits à un moment donné de leur histoire de s'arrêter dans un lieu qui était propice et d'y bâtir des civilisations. Sauf que quand les données climatiques évoluent ou changent, soit on s'adapte, soit on migre, soit on disparaît. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il y a une recomposition des forces en présence et de la démographie sur la Terre. Eh bien, il faut accompagner ce changement, il faut être conscient qu'il n'est pas seulement une fatalité, un drame, mais qu'il offre aussi de nouvelles opportunités, aussi bien dans les pays du Grand Nord qui accèdent à des terres cultivables, là où ils vivaient dans le froid, mais aussi grâce au soleil, à toutes ces ressources renouvelables et ces ressources du futur dont dispose ce vieux socle qu'est le continent africain. J'ai envie de vous dire, tout ce que vous dites, c'est vraiment, ça parle à l'humain, ça parle, ça procède de la réalité. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sentiment que vous exprimez est incarnable à travers des décideurs aujourd'hui. La gouvernance mondiale, pour incarner le projet que vous évoquez, n'existe pas pour le moment. Alors oui, c'est un problème auquel j'ai été confrontée. Vous savez, j'ai été épouse d'un ministre et je me suis rendu compte que quand on est aujourd'hui au pouvoir dans un pays, c'est compliqué parce qu'au-dessus, on a des instances régionales.
En dessous, on a les syndicats, les ONG. En face, on a les autres pays. Et finalement, votre marge de manœuvre est très limitée. Mais ce que je constate quand même, c'est que nous sommes toujours en attente de discours visionnaires, de discours... De quoi ont besoin les peuples? Ils ont besoin qu'on les rende fiers de leur histoire et qu'on leur donne confiance en l'avenir. Et quand des dirigeants sont capables d'emmener une population sur cette fierté, mais pas une fierté de revanche, pas une fierté contre les autres. Rendre responsable, jouer les victimes, ça n'a jamais été utile à personne. En revanche, quand on dit nous sommes fiers de notre histoire, nous réécrivons notre histoire et nous inscrivons, nous regardons l'avenir avec confiance, eh bien on peut emmener tout un peuple. Et c'est ce qui manque probablement aujourd'hui aux dirigeants européens. Dernier mot, on voit crise, conflit, guerre, mais qu'est-ce qui aujourd'hui permet d'être optimiste et d'aller vers un monde qui puisse en tout cas assurer sa survie? Alors, nous sommes dans un monde d'incertitude. Il y a deux guerres, deux graves guerres, il y a des famines et il y a une élection qui va probablement changer le monde. On ne sait pas ce qui va se passer en novembre 2024 aux États-Unis. Et en même temps, ce dont on se rend compte, c'est que malgré ces guerres, et je ne veux absolument pas nier les souffrances d'un certain nombre aujourd'hui de mes compatriotes, je dis patriotes parce qu'à l'échelle de la planète, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Ces raisons d'espérer, c'est que le nombre des pauvres diminue, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'éducation, que le fait de pouvoir prendre en main son destin est une possibilité partagée. Merci Sylvie Brunel, par cette passion qui vous anime. Nous, en tout cas, on se quitte avec une note optimiste. J'espère qu'on se verra. Je rappelle, vous avez écrit plusieurs livres, mais j'ai autour de moi Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre, et puis le roman Le sourire de l'alligator aux éditions du Rocher. Oui, un proverbe africain dit que quand l'eau du marigot s'assèche, les crocodiles apparaissent. C'est toujours vrai. Merci beaucoup. Merci, et à très bientôt.